Montaigne a écrit, c'est une faute morale que de croire sans preuve suffisante, beaucoup seront d'accord avec lui, et les conséquences logiques qui en découlent. Ainsi, on devra aussi qualifier de moralement fautif, le refus de croire quand les preuves sont suffisantes. Aujourd'hui, pour les ovnis, nous sommes dans le second cas, où les indices explosent en nombre, à présent que la censure imposée par les militaires, les services secrets, bref l'état profond, disparaît après 70 ans de silence, de secret, de désinformation. Les témoignages arrivent par milliers d'anciens officiers militaires, policiers, ingénieurs, pilotes, qui trouvent enfin les conditions favorables à la révélation de secrets, qui à l'approche de leur mort, commençaient à peser lourd sur leur conscience. Grâce au courage et à la détermination d'ufologues passionnés comme Stephen Gray, Grant Cameron, Stanton Friedman ou les membres de l'association MUFON, les témoins n'ont plus peur de parler et les médias les prennent à présent très au sérieux, signe que l'opinion publique a évolué et réclame la vérité sur les ovnis. Nous sommes désormais engagés dans une phase de transition, où chacun doit être informé de ce qui se passait. Afin d'apporter ma contribution à la tâche, j'ai visionné, choisi, traduit en français, une sélection de témoignages qui sauront vous convaincre. Je les présente sommairement et vous pourrez retrouver les témoignages complets dans la vidéo de 35 heures, réalisée par l'équipe de Stephen Gray. Voici donc ma sélection de témoignages. Témoin numéro 1, Sam Raimi, auteur de cette vidéo, a un oncle né en 1951, de 10 ans son aîné, qui dans les années 80, était assez proche, pour qu'ils partagent leur quotidien, notamment chez ses grands-parents, pour les vacances et j'ai vu de près les objets familiers qui le suivaient dans sa morgue payée avec ses premiers salaires d'officier de tir sur la base de missiles nucléaires du plateau d'Albion. Mon oncle est toujours resté muet sur le détail de ses activités dans ce bunker, et au sujet des ovnis, des extraterrestres, il a toujours refusé d'en parler en déclarant « Inutile de chercher les extraterrestres, car nous sommes seuls dans l'univers ». C'est une certitude. Circuler, y a rien à voir, or ce que j'ai vu de mes yeux vus, c'est que son livre de chevet était un rare et bel ouvrage, grand format avec des illustrations, photos et croquis, sur les ovnis et leurs drôles de passagers. Milliam si mon oncle a réussi à éviter d'entrer dans la discussion, alors que je le questionnais sur ce sujet, dont je ne connaissais rien, en quittant subitement la chambre, j'eus quelques minutes pour feuilleter l'ouvrage et comprendre de quoi il s'agissait, cas d'observation d'ovnis, dessin des différents ovnis, différents types d'extraterrestres, conseils en cas de rencontre... Dès que mon oncle est revenu dans sa chambre, il a rangé le livre en lieu sûr parmi ses affaires, et détournant mon attention sur un autre sujet, nous n'avons plus jamais parlé des ovnis. De cette expérience personnelle et d'autres éléments d'information collectés plus tard, j'ai déduit que la principale préoccupation des officiers de l'armée de l'air française sur la base d'Acte, dite plateau d'Albion, étaient ces objets volants non identifiés qui survolaient régulièrement la base, provoquant toutes sortes de perturbations et même la neutralisation des missiles. Témoin numéro 2, Karl Wolf a servi dans l'armée de la US de 1964 à 1969, au centre de commande tactique de Langley en Virginie, où son agrément niveau top secret lui a permis de voir des photos d'infrastructures variées construites par on ne sait qui, sur la face cachée de la Lune. Témoin numéro 3, Don Phillips travailla pour elle, US Air Force, sur la base de Las Vegas, à l'époque où furent observés près du mont Charleston des ovnis passant à des vitesses incroyables. Il participa aussi à des projets secrets militaires, aussi variés et sensibles que la construction des SR-71 et U-2. Il affirme que nous sommes en possession de matériel extraterrestre, dont l'étude a permis de grandes avancées technologiques. Témoin numéro 4, Emer Callahan fut pour 6 ans, à la direction du service accident Esperluette enquête du FAA à Washington. Il est en possession d'enregistrements radar d'intrusion d'OVNI, qu'il avait cachés aux agents de la CIA, venus confisquer les traces de l'événement et ordonner à tous de garder le silence. Témoin numéro 5, Michael Smith est un contrôleur aérien ayant travaillé pour US Air Force. Il dit avoir suivi sur radar des ovnis passant à des vitesses extraordinaires. Tout le monde était au courant, même le NORAD, et tous étions tenus de garder le secret. Témoin numéro 6, Graham Betumé est un ancien pilote de la marine US, habilité top secret. Il commandait un avion pour VIP basé à Washington DC. Lors d'un vol, l'équipage et tous les passagers ont observé un ovni long de 100 mètres, ultra véloce, passer très près de l'avion. Témoin numéro 7, dans les années 60, le professeur Jacob était responsable du service de mesure optique dans l'US Air Force. Et en 1964, un de ses films en haute résolution d'un test de missile révéla un ovni tournant autour, tirant des rayons d'énergie jusqu'à la séparation de la tête. C'est ce qu'il découvrit dans le bureau de son chef, qu'il avait convoqué pour explication, et surtout de lui ordonner de ne jamais parler de cet événement. Après cet unique visionnage, personne ne revit jamais ce film. Témoin numéro 8, Gordon Cooper, ancien astronaute et pilote émérite, raconte que lors d'un survol de l'Allemagne, les ovnis sont venus rejoindre leurs avions en formation et les ont accompagnés quelque temps, avant de disparaître en faisant une démonstration de manœuvrabilité impossible pour leurs avions. Témoin numéro 9, le général Lofkin était affecté à la cellule d'information de la Maison-Blanche, pendant les présidences de Eisenhower et Kennedy, avec une habilitation top secret. Il participa au projet Blue Book et il a pu voir le contenu scientifique exceptionnellement de certains comptes rendus.
Il a eu en main des photos, des relevés radars d'OVNI, mais aussi un artefact métallique du crash de Roswell. Témoin numéro 10, le colonel Brown a fait carrière dans l'US Air Force au bureau des enquêtes spéciales, sur le projet Grudge, comme responsable des dossiers OVNI, dont certains n'ont jamais reçu d'explication satisfaisante. Comme cet OVNI se déplaçant à 10 000 km/h, et détecté sur 4 postes radars différents. Témoin numéro 12, Larry Warren fut officier de sécurité sur la base de l'US Air Force de Bent Walters au Royaume-Uni et y travaillait lors de l'atterrissage d'un OVNI en 1980. Beaucoup d'autres militaires ont été impliqués dans l'événement, qui ont ensuite été contraints de s'engager par écrit, à garder le silence sur ce qui s'était passé. Témoin numéro 12, le caporal Vegant était affecté au Pérou, où il intervint sur un site, où un OVNI venait de s'écraser. L'engin planté dans la montagne, n'avait rien à voir avec nos astronefs terriens. Encore plus déconcertant fut le sort que l'armée lui réserva, en l'emprisonnant pour plusieurs jours. Témoin numéro 13, Emer Robert Blazina est un ancien militaire habilité top secret, qui s'occupait du transport d'armes nucléaires. Cette carrière lui a permis de voir des ovnis devant ses yeux, ou sur écran radar, ayant des vitesses estimées à plus de 25 000 km/h. Témoin numéro 14, Emer Carter reçut une formation de électrotechnicien radar dans la marine américaine. Dans les années 50, lui et ses collègues ont observé les traces radar d'objets ultra rapides, pouvant atteindre 7000 km/h. Témoin numéro 15, Emer Daniels est un pilote depuis 60 ans et avec plus de 30 000 heures de vol. En mars 1977, durant un vol commercial de San Francisco à Boston, alors que le pilotage automatique était enclenché, son avion fut détourné par une mystérieuse boule de lumière. Témoin numéro 16, le capitaine Salas formé par l'US Air Force, où il servit de 1964 à 1971, a été témoin en mars 1967, de la neutralisation des missiles nucléaires dont il avait la responsabilité, après le survol d'un OVNI, signalé par les gardes en surface. Témoin numéro 17, Chuck Sorrell, militaire de carrière dans l'US Air Force, fut témoin en 1965 sur la base Edwards du survol de cet OVNI hypervéloce, capable de manœuvres impossibles telles que des virages à angle droit. L'observation dura plus 5 heures. Témoin numéro 18, Emer Trelfall fut instructeur dans la Royal Air Force canadienne, où sur la base de Toronto, il fut témoin d'une expérience de téléportation d'objets. Son habilitation niveau top secret lui permit aussi de visionner des films de la Deuxième Guerre mondiale, où on peut voir clairement des ovnis à côté des avions. Témoin numéro 19, Paul CZYSK, professeur d'ingénierie aéronautique, a travaillé 8 ans pour l'US Air Force et 30 ans pour le service Recherche Innovation de McDonnell Douglas. Il a participé à des missions d'études sur des ovnis survolant régulièrement le Missouri, l'Ohio et le Michigan, que la population observait. Il a travaillé sur des projets classés top secret et peut témoigner de la réalité du secret imposé par l'armée autour des ovnis et des technologies dérivées. Témoin numéro 20, colonel Philippe Corso, officier des renseignements militaires, a servi dans le Conseil national de sécurité créé par le président Eisenhower. Durant ses 21 ans de carrière, il a vu de ses propres yeux les cadavres d'extraterrestres retrouvés à Roswell en 1947 et aussi un de ses astronefs appelé OVNI. Il a également eu entre ses mains divers débris récupérés sur des ovnis. Témoin numéro 21, Robert Rood, ingénieur en aérospatial, a fait carrière chez McDonnell Douglas, durant 43 ans, comme cadre supérieur. Il témoigne avoir participé à des projets de rétro-ingénierie sur des systèmes de propulsion d'OVNI. Il sait aussi que d'autres groupes industriels travaillent sur ce même domaine, et confirme le caractère extrêmement secret de ses travaux. Témoin numéro 22, John Maynard est un ancien spécialiste analyste du renseignement militaire. Au cours de ses 21 ans de carrière, il a les preuves concrètes que les militaires s'intéressaient aux ovnis. Lorsqu'il travaillait pour l'agence de renseignement pour la défense, DIA, il a pu se familiariser avec les méthodes de compartimentalisation servant à garantir le secret et à être entre les mains des preuves photographiques incontestables. Témoin numéro 23, Donna Hartley reçut une habilitation secret défense pour travailler chez Philco Ford, sous-traitant de la NASA. Elle a vu des ovnis sur des clichés originaux, et ses collègues de travail lui ont confié qu'une de leurs tâches consistait à effacer toute trace d'ovnis sur les photos destinées au grand public. Témoin numéro 24, George O'Filler fut officier des renseignements de l'US Air Force. Il a été témoin au Royaume-Uni du passage d'un ovni massif détecté par radar, puis sur la base de McGuire dans le New Jersey, de la récupération d'un cadavre d'entité d'extraterrestres. Témoin numéro 25, Emer McDowell s'engagea dans la marine militaire en 1978, où il reçut une habilitation top secret Zebra pour travailler au centre opérationnel de commande atlantique, sous le commandement de l'amiral Trane. Il a été témoin de la mise en alerte au niveau Zebra du centre de commande, après une incursion d'OVNI et l'intervention inefficace d'avions de chasse, puis après l'événement, la censure stricte qui fut imposée à tout le personnel avec suppression de toutes les traces physiques. Témoin numéro 26, Nick Bob a travaillé pour le ministère de la Défense britannique, où sa mission consistait à trouver des explications concrètes aux signalements d'OVNI provenant de militaires, policiers ou civils. Il a connaissance des gros dossiers qu'a constitué les services britanniques, dont certains sont encore non résolus, de nos jours.
Témoin numéro 27, Bob Walker, lieutenant de l'armée, eut l'occasion de voir dans les ateliers de la NASA une soucoupe volante de dizaines d'envergure, rapportée d'Allemagne pour étude. Il a aussi suivi, observé, photographié un ovni discoïdal, alors qu'il pilotait un avion à 4000 m d'altitude pour une chaîne de télévision. Témoin numéro 28, le lieutenant-colonel Bochte qui a passé 20 ans dans l'US Air Force, principalement au centre de commande stratégique et tactique. Lors de sa formation de pilote, lui et son instructeur ont observé 3 boules de lumière formant triangle, traversant le ciel silencieusement. Témoin numéro 29, MRKOPF s'engagea dans la marine militaire en 1969, où il fut affecté au service de transmission sur le JFK qui transportait des armes nucléaires. En 1979, après que tous moyens de communication aient cessé de fonctionner, avec les autres militaires à bord, ils observèrent un immense ovni luminescent orange passer au-dessus du navire. Et dès leur retour au port, des gens en costume vinrent pour interroger les témoins. Témoin numéro 30, Emer Jordan a servi 7 ans dans l'US Navy, comme opérateur radar, avec une habilitation top secret et une qualification en renseignement. Il a été témoin de la détection radar d'un immense ovni passant à 20 000 d'altitude et une vitesse de 1000 nœuds. Témoin numéro 31, Bill Hughes a servi 14 ans dans l'armée américaine, puis pendant 30 ans pour des sous-traitants de l'armée spécialisés dans les technologies exotiques, telles que systèmes antigravité ou soucoupes volantes. Il a participé à la mise au point de simulateurs de vol pour véhicules extraterrestres, dont un fut récupéré d'un crash à Kingman en Arizona en 1958, et un autre fourni par les extraterrestres qui fut stationné sur la zone 51. Il dit avoir plusieurs fois rencontré une entité extraterrestre qui les conseillait pour résoudre les problèmes techniques. Témoin numéro 32, Sergent Buck Brecto, spécialiste des transmissions à service sur la base d'Itcom à Hawaï. Au début des années 50, avec 250 autres personnes, il observa pendant 10 minutes, 9 disques argentés zigzagant dans le ciel de Pearl Harbor. Il a aussi ouï dire que le général MacArthur avait vu les corps de extraterrestres provenant du crash de Roswell. Témoin numéro 33, Emer Bentley a travaillé sur nombre de projets classifiés secrets défense, notamment à la NASA ou à la DOE. Durant sa carrière, il a été témoin d'un crash d'OVNI sur une base du Maryland et aussi de détection radar d'OVNI se déplaçant à 40 000 km/h. Voilà, pour plus de détails sur ces témoignages et d'autres, je vous renvoie au site de Stephen Gray pour visionner sa vidéo de 35 heures en anglais. En conclusion, je dirais qu'un témoignage n'est qu'un indice et pas une preuve, mais lorsqu'on en a 50, 100, voire 1000 on a peu de chances de se tromper en disant que des ovnis d'origine extraterrestre visitent notre planète, surtout que la plupart des témoins ont reçu des habilitations top secret et que certains étaient même qualifiés pour emporter des armes nucléaires sous les ailes de leur avion. Il faudrait être fou pour ne pas leur faire confiance. Non ?